Bonjour Michel. Je peux prendre un micro. Bon, alors comme c'est une surprise, je suis également surpris. Donc j'ai préparé aucune question. Hein. D'accord, ça donc, va être court alors. Hein. Non, ça va pas être court parce que je suis sûr que tout le monde aura beaucoup de questions à te poser. Mais moi, je voudrais quand même t'en poser une. Il s'est passé quand même un sacré événement cette semaine avec le départ de cette sonde pour Jupiter. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle va mettre 8 ans pour y aller. Et moi, je me pose la question, où on en sera dans 8 ans ? Alors les programmes sont en train de s'accélérer puisque nous avons aujourd'hui de la participation sur les missions Artemis, qui sont des missions qui vont vers la Lune. Donc il y a un retour vers la Lune d'une façon différente puisque, rappelez-vous, quand on était sur la Lune la première fois en 69, c'était juste une mission qui partait vers la Lune, qui se posait sur la Lune. Aujourd'hui, ce sont des missions qui vont aller autour de la Lune, rejoindre une station spatiale qui sera autour de la Lune, qu'on appelle Gateway, la passerelle. Et de cette station qui restera autour de la Lune, sur une orbite héliosynchrone lunaire polaire, pôle nord, pôle sud, on pourra se poser régulièrement sur la Lune à des endroits bien visés. Et évidemment, si vous considérez une orbite qui fait pôle nord, pôle sud de la Lune, eh bien on peut se poser au pôle sud, au pôle nord, sur l'équateur et sur tous les endroits de la Lune. Donc c'est vraiment une architecture qui est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus pérenne que ce qu'on avait dans le passé. Est-ce qu'on est reparti dans une phase où l'espace devient à nouveau une chose importante, un objectif pour toutes les grandes nations ? D'abord, il y a un objectif scientifique, puisque nous voulons aller sur l'orbite lunaire pour étudier les radiations. Aujourd'hui, vous parlez d'un vol de 8 ans sur Jupiter. L'humain ne tient pas sur un vol aussi long parce que, pour des raisons psychologiques bien sûr, mais sur des raisons de radiation. C'est-à-dire que même un voyage sur Mars qui dure 6 mois serait trop long pour qu'un humain puisse résister au niveau des radiations du solaire. Et il n'y a aucun moyen de se protéger. Alors, il faudrait 1 mètre de plomb. Donc imaginez-vous sur une station, un peu lourd, sur un véhicule avec 1 mètre de plomb, ça serait absolument impossible. Donc on va travailler sur ces stations spatiales lunaires, comme Gateway, pour étudier les radiations et pour se protéger effectivement de ces radiations avec du multicouche. On peut imaginer que des couches d'eau, puis des couches de composite, puis des couches de carbone, puis des couches d'eau encore une fois, seraient importantes. Et comme l'eau est vitale lorsque nous sommes là-haut et que nous réussissons aujourd'hui à récupérer l'eau de l'humain par l'humidité et par les urines, on arrive à récupérer cette eau-là. Donc on pourrait stocker cette eau pour protéger des radiations les corps des astronautes qui sont au-dessus des ceintures de Van Allen. Alors, je rappelle que parce que j'ai quand même eu le temps de préparer 2-3 trucs grâce à Wikipédia. Hein. Donc, on se souvient tous qu'en 92, tu as volé du moins, tu as emprunté Soyouz pour aller dans la station Mir. J'ai pris le vertiport de Baïkonour. Voilà. C'est bien, tu suis. Et en 80... Et en 99, c'était avec les Américains, Columbia. Le vertiport de Cap Canaveral. Voilà. J'ai fait 2 vertiports dans ma vie, en montant et en descendant. Alors, quand on s'est posé avec les Russes, on était un peu loin du vertiport. On était dans le Kazakhstan, qui est un peu loin de Baïkonour, mais quand même, j'ai fait un vertiport à l'aller et atterrissage en parachute au retour chez les Russes. Et alors, quand tu vois aujourd'hui qu'à nouveau, des hommes et des femmes vont aller marcher sur la Lune, ça te fait pas un peu envie ? Alors, d'abord, vous savez que dans la vie, on a une partie où on est opérationnel et une partie où on... Oui, mais là, on rêve. On vient de passer 2 heures à rêver, donc il faut prolonger le rêve, là. Alors, non, mais il y a une période où on apprend, opérationnel, il y a une période où on transmet. Donc, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, après avoir fait mon 2e vol sur la navette Columbia, j'ai été le patron des astronautes à Cologne et j'ai sélectionné... Thomas Pesquet, qui a fait des vols brillamment. Donc moi, ce qui est important, c'est une bonne pioche. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait une pérennité. Vous verrez souvent que ce qui est important pour nous, c'est que ces actions que nous faisons dans l'espace puissent servir à quelque chose. Si vous dites par exemple que je suis déçu de ne pas y aller moi-même, non, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que on puisse continuer à y aller. Si nous avions volé dans l'espace comme j'ai fait avec les Russes et les Américains et comme l'ont fait les 10 astronautes français avant moi, si jamais ça s'arrêtait et qu'on n'allait pas sur la Lune, eh bien, tout notre travail préalable serait inutile. Or là, ce travail a été utile. Non seulement ça, mais l'espace reste un exemple
vraiment diplomatique de coopération, puisque aujourd'hui, malgré la guerre qu'il y a en Ukraine, eh bien, Russes, Ukrainiens et Américains coopèrent dans l'espace. Ça, c'est bien. Avez-vous des questions? Alors, on en a déjà sur le chat. Hein. Ils sont plus rapides que vous. Hein, Absolument, ça réagit sur le chat. J'ai une question de Luc qui me demande il m'a semblé avoir lu que la sonde va effectuer un trajet de 2 milliards de kilomètres pour arriver sur Jupiter, soit 3 fois la distance entre la Terre et Jupiter. Pourquoi cela? Parce qu'on n'a pas suffisamment de vitesse de libération pour aller directement sur Jupiter. Donc il faut qu'on passe par la Terre, par la Lune, revenir par la Terre. Donc on doit s'accélérer, on accélère sa trajectoire par des rotations et par des accélérations autour de certaines planètes. Donc ça fait un trajet qui est un peu plus long, mais ça nous permet d'avoir gratuitement la vitesse nécessaire pour aller sur Jupiter. Il faudrait que les constructeurs d'avions prennent des leçons, là. Voyager gratuitement pendant 8 ans. Je veux bien les accompagner. Des questions? Oui, un micro. Où est le micro? Merci, Sacha. La première fois que vous êtes allé dans l'espace, est-ce que vous avez eu peur ou qu'avez-vous ressenti? Alors c'est une question, bon, c'est assez complexe à répondre parce que bien sûr qu'il y a un sentiment de peur, mais on s'est préparé. Moi, ça faisait depuis 85 que j'étais sélectionné. J'étais au simulateur régulièrement, donc j'étais habitué à être dans le même environnement que le simulateur. Donc j'ai pas découvert la structure dans laquelle j'ai décollé du jour au lendemain. Donc on est habitué, on est préconditionné. Et ce préconditionnement et cet entraînement et le fait que vous êtes tous les jours au contact avec les instructeurs, les constructeurs et les chefs des constructeurs et tous les techniciens fait qu'il y a une confiance qui va s'installer entre eux et vous et qui fait que vous partez serein, avec un petit pincement au cœur quand même, mais quand même serein. C'est pas une peur ce n'est pas une peur paralysante, c'est une peur tout à fait humaine, tout à fait réglable, comme celle que j'ai eue quand j'ai fait mon premier saut en parachute. Je me souviens, j'étais à Grenoble, à l'école Pipi de l'air, on sautait d'un pilatus sur la neige, et j'étais le dernier à sauter, et j'ai vu tous les autres devant moi, les 5 autres qui sautaient, qui disparaissaient. Là, j'étais super inquiet. Et quand j'ai sauté, j'ai eu un petit pincement au cœur aussi. Donc c'est la même chose, hein, c'est... Premier vol en avion, quand vous êtes un premier solo, c'est la même chose aussi. On a toujours cette petite peur. C'est le même niveau de peur, ni plus ni moins. Ta carrière de pilote de chasse, est-ce qu'elle t'a aidé dans ta pour carrière? Moi, c'était l'apothéose, parce que quand je repense maintenant à ce que nous faisions comme mission, comme pilote de chasse, c'était extraordinaire. Moi, j'étais à Cambrai, donc on a fait du SMB2, puis du Mirage F1. On faisait des vols, c'était la défense aérienne tout le temps, donc on faisait des vols de nuit, des vols dans les nuages. On faisait des vols à 4 h du matin, à n'importe quelle heure. Et je me souviens de lever de soleil comme ça, quand vous êtes en avion, lever de soleil, vous êtes au ras du sol, à 100 mètres du sol, à 800 km à l'heure, ou bien un coucher de soleil, ou bien les vols de nuit ou les vols de jour. Enfin, à chaque fois, c'était époustouflant. C'était vraiment incroyable. Et c'est une bonne préparation pour les missions spatiales ou ça... Bon, je pense que c'est une très bonne préparation. D'ailleurs, dans le premier équipage d'Artemis, 3 sont des pilotes de chasse. Donc, vous voyez, c'est quand même un métier qui reste encore un métier de base pour ce métier astronautique. Mais il est normal on ne peut pas cloisonner et ne prendre que des pilotes de chasse, parce que il est normal qu'il faut qu'on partage un petit peu ce petit gâteau entre plusieurs corps de métier. Donc aujourd'hui, dans les astronautes, il y a un tiers de pilotes, un tiers de scientifiques, un tiers d'ingénieurs. Et c'est pour ça que ceux d'entre vous qui sont ici, qui veulent devenir astronautes un jour, je vous engage à continuer dans ce domaine-là, parce que tout ce que nous allons faire dans le futur sera lié à l'espace, sera lié aux orbites de la Terre et orbites lunaires. Et on a besoin d'ingénieurs pour fabriquer les moyens qui vont là-haut. Et aussi, on aura besoin d'astronautes pour occuper les futures stations spatiales qui seront autour de la Terre, autour de la Lune et autour de Mars. Alors, je crois qu'on a une question. Hein. Tout à fait, une nouvelle question sur Twitch. Voyez-vous l'espace comme un futur pour le transport entre 2 lieux éloignés de la Terre? Alors, si on prend la phrase de Jules Verne qui a été écrite il y a plus d'un siècle, il disait qu'un jour on ira vers les étoiles avec la même vitesse que nous faisons aujourd'hui Paris-New York. Et je pense que tout ce qu'il a dit jusqu'à présent s'est vérifié. Donc, on passera par l'espace dans un avenir assez proche. Je pense qu'on va
on va refaire des avions du type Concorde, mais différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des avions qui vont plafonner à Mach 2 en basse altitude, on va passer par une orbite qu'on appelle une orbite qui est presque beaucoup plus haute, c'est-à-dire une montée et une descente pour faire des vols beaucoup plus courts, beaucoup plus rapides. Donc il y a un avenir, et d'ailleurs il y a une continuité entre tout ce qui est aéronautique et spatial. Comme on le voit par exemple aujourd'hui, l'armée de l'air s'appelle l'armée de l'air et l'espace. Donc il y a un lien très profond entre ce qui est aéronautique et l'espace. Merci. Une question? Ah oui, une question juste au premier rang. Merci, merci. Non, non, tu peux passer devant l'écran. Tu as participé à la gestion du chat. Il voudrait te connaître aussi. Donc, non, il n'y a pas de souci. Oui, une question sur finalement l'expérience que vous avez eue, cette expérience spatiale. On a vu que dans les différents programmes spatiaux, il avait fallu déplacer des montagnes, notamment pour avoir ces projets de financement. J'ai en tête le programme Mercury qui a poussé tant en fait cette industrie que derrière ça s'est développé. Au niveau européen, on voit la même chose. Vous avez eu une carrière qui est incroyable, vous l'avez souligné vous-même sur quelques exemples. On voit que la société évolue malgré tout et que notamment sur ces budgets disponibles pour les développements spatiaux, on a vu quelques freins. Comment est-ce que vous voyez, vous, cet avenir sur ces développements financiers et quelle place occupe le développement privé au regard des financements étatiques ? Alors, il y a deux choses dans cette question. C'est le prix des vols spatiaux. Donc, quand je fais des conférences grand public, j'explique qu'en Europe, par exemple, ce que nous faisons en Europe, qui consiste à avoir le corps des astronautes européens, le module Columbus qui est attaché à la station spatiale, le module ATV qui a été lancé 5 fois par Ariane 5 pour payer le lancement de Columbus sur le dos d'une navette spatiale, et le développement futur que nous faisons sur les programmes lunaires, tout ça, ça correspond à une dépense de 1 euro par an par Européen. Oui, donc c'est pas cher. Pour vous, ça vous coûte 1 euro. Ça, c'est la phase gouvernementale. Mais en parallèle, en similaire à ce que nous avons vu aux États-Unis avec SpaceX, qui a développé sur ses fonds propres et qui ensuite a été aidé par la NASA en faisant des prix qui étaient vraiment très intéressants, eh bien, il y a aussi un développement européen qui se fait. Donc, il y a des startups qui commencent. Moi, je travaille avec une startup qui s'appelle Sharma Space, qui va détecter les débris dans l'espace grâce à des télescopes qui sont en optique. Donc, au lieu de passer de 10 cm, on arrive à avoir 5 cm, voire 2 cm pour protéger les satellites du futur. Et donc, il y a de plus en plus d'entreprises que je vois, des startups qui sont liées à l'espace, soit l'espace habité, soit l'espace utile des satellites de télécommunications ou de détection de zones qui sont sur la Terre. Merci. Avez-vous d'autres? Oui, 2 questions au 2e rang. L'association des femmes pilotes est en forme, là. Hein. Oui. Les femmes et l'environnement et le futur sont très motivés aussi. Donc, je voulais vous demander, est-ce que vous voyez les prochaines longues missions comme des superbes laboratoires pour une vie humaine avec peu de ressources, comme vous disiez tout à l'heure, on récupère l'eau, de l'urine des hommes, etc. Alors, les missions que nous faisons sont quand même de plus en plus rentables au niveau de la consommation des denrées que nous avons à bord. Dans mon premier vol que j'ai fait en 92, on amenait 80% d'eau de la Terre, on récupérait que 20% d'eau parce que les appareils de récupération d'humidité sont des appareils où il y a ce mélange eau et air et on avait beaucoup de cavitation. Il est normal que sur Terre, la séparation liquide-gaz se fait naturellement en apesanteur. Eh bien, il y a beaucoup de systèmes de bulles qui viennent se mettre. Et donc, on avait des cavitations. Et quand il y avait une bulle qui se mettait dans le système, il fallait tout démonter pour tout purger. Donc, ça ne marchait pas très bien. Aujourd'hui, on utilise 80% d'eau de la récupération. Donc, on est passé de 20% à 80%. Ça, c'est en l'espace de 30 ans, entre 92 et aujourd'hui. C'est pour vous montrer ce que nous faisons. Les premières missions où nous avons commencé à voir si les plantes pouvaient pousser dans l'espace, c'était dans les années 95-99. On ne pensait pas que le stress du vol spatial permettrait aux plantes de survivre. Aujourd'hui, nous avons un jardin potager dans la station spatiale avec des salades, des concombres, des radis, certains aliments que nous consommons et certains aliments
que nous étudions pour les futures missions spatiales vers Mars. Donc, on développe ce côté végétal et on développe ce côté récupération de l'eau. Aujourd'hui, l'eau que nous récupérons, elle est utilisée pour la nourriture et également en séparation hydrogène-oxygène. L'hydrogène, c'est l'oxygène que nous respirons. Dans la pression totale de l'atmosphère que nous avons à bord, la pression d'azote reste constante, la pression d'oxygène descend, donc on la remplit doucement avec l'oxygène de l'hydrogène. Aujourd'hui, l'hydrogène, il est rejeté. Dans le futur, on va récupérer le gaz carbonique, CO2. On va prendre l'oxygène du gaz carbonique pour le combiner à l'hydrogène que nous jetons en ce moment de l'hydrolyse de l'eau pour faire un corps de l'eau, pour récupérer. Donc aujourd'hui, on est à 80%, on va monter à 85%, 90%. Alors je ne dis pas que les vols vont être gratuits dans le futur, mais on fait de plus en plus pour récupérer et économiser les ressources que nous avons à bord. Non seulement c'est intéressant pour les voyages futurs, mais c'est aussi un exemple pour la Terre. Parce que si chaque terrien faisait l'économie et la récupération que nous faisons nous, eh bien, on pourrait survivre de façon beaucoup plus écologique. Et il y a aussi une récupération de la légère humidité que vous pouvez avoir dans l'atmosphère à l'altitude de la station. Mais on récupère beaucoup d'humidité. D'ailleurs, les premières récupérations que nous avons faites dans les stations spatiales Salyut et Mir étaient des récupérations d'humidité parce qu'on fait du sport tous les jours. Chaque astronaute, on est 7 astronautes à bord, chaque astronaute fait 2h30 de sport par jour, donc vous considérez que ça fait quand même beaucoup d'humidité. Cette humidité est récupérée sur des plaques froides, un petit peu comme dans les vitres quand il y a d'humidité. C'est poussé après dans des bacs qui récupèrent l'eau, et cette eau, elle est filtrée 2 fois, elle est passée en ébullition pour en faire de l'eau comestible, et c'est ce que nous utilisons à bord de la station. Et je crois que c'est aussi pour le moral des astronautes que les plantes vont être importantes pour la nourriture aussi. Alors la nourriture, oui, bien sûr, c'est important. Et d'ailleurs, on a aujourd'hui des chefs étoilés comme Anna Ducasse et Thierry Marx qui font de la nourriture pour nos astronautes. Quand il y a un Français à bord, et c'est pas pour tous les jours, hein, c'est pour juste un repas sur 6 mois. C'est un repas, mais c'est pas que pour lui, c'est un repas pour les 7 personnes qui sont avec, enfin les 6 personnes qui sont avec lui, donc pour les 7 membres d'équipage. Et depuis que Ducasse fait de la mission de la nourriture dans l'espace, eh bien, les Français volent beaucoup plus souvent. La qualité française, c'est bien. Une autre question. Oui, bonjour. C'était par rapport à la nouvelle sélection des astronautes européens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Sophie Adenau et puis d'Arnaud Prost, son remplaçant? Que des compliments. Très bien, il a répondu pour moi. Alors Sophie, je la connais bien parce qu'elle était dans la sélection de Thomas Pesquet, mais à l'époque, elle avait 26 ans, elle n'avait pas tous les diplômes nécessaires et toute l'expérience dont on a besoin pour faire l'entraînement et les vols spatiaux, mais elle a montré sa motivation et sa ténacité. Elle a passé tous les diplômes manquants, le MIT, super-héros, pilote d'essai, etc., pour arriver à la sélection. Elle a été reçue avec brio et je suis vraiment très content et très fier qu'elle soit reçue. Et je suis certain qu'elle fera plusieurs vols dans l'espace, dont un vol dans la station, un vol sur la Lune, et peut-être même Mars. C'est elle qui ira sur la Lune ou c'est Thomas? Alors ça, c'est vraiment des décisions aujourd'hui, personne ne sait. Hein, il y a des pronostics, bien sûr, mais normalement, tous les deux feront un vol dans l'espace, bien sûr, mais dans quel ordre, je ne sais pas, et vers quelle destination, ça peut changer, ça peut encore beaucoup changer. Mais normalement, bon, tout se passera normalement bien, avec Thomas devrait aller sur la Lune, et Sophie aussi. Et peut-être pas à le même moment. C'est fini? Plus de questions? Ce que je voulais dire pour ces missions lunaires, on a toujours tendance à être un petit peu timide et un petit peu gêné par rapport à la réalisation européenne. Hein, c'est un peu la question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les missions sur la Lune sont faites avec un véhicule qu'on appelle Orion, qui correspond et qui ressemble un petit peu à la capsule Apollo, mais la propulsion, ce qu'on appelle le service module de cet ensemble d'Orion, c'est fait par les Européens, c'est calqué sur l'ATV. Tout à l'heure, j'ai parlé qu'on avait fait l'ATV Columbus, le corps des Européens et Ariane 5. Eh bien, ce que nous avons récupéré d'ATV, la propulsion et la navigation d'ATV qui était unique au monde, rappelez-vous, c'est le rendez-vous laser qu'on a pu faire sur la station Mir. Eh bien, cette configuration a servi à faire le service module d'Orion. Donc, toutes les missions que vous verrez qui iront sur la Lune sont faites grâce à la propulsion européenne. Donc, on n'a pas du tout à rougir de notre compétence ingénieur européen. Oui, une question.
L'ISS, elle existe déjà depuis maintenant plus de 20 ans et elle arrive sur sa fin. Qu'est-ce que vous pensez qui va suivre à l'ISS? Alors, l'ISS devait s'arrêter en 2018, puis ça a été 2020, 2023, ça continue. La dernière date que j'ai entendue, c'est 2031. Donc, on augmente la durée, sachant que la station vieillit. Hein. Il commence à y avoir des micro-fuites sur certaines parties de la station. Donc, il est temps de la faire rentrer. Donc, on va la déorbiter. Et après, il y a plusieurs plans. Il y a le plan de la station Gateway qui se retourne de la Lune, dont j'ai parlé au début, mais il y a aussi le plan d'une station commerciale qu'on appelle Axiom. Et cette station, qui sera beaucoup plus petite que l'ISS, va servir à faire uniquement des produits commerciaux comme des médicaments, par la croissance de protéines de cristal, des nouveaux alliages, des nouveaux textiles, de la nanotechnologie. Tous les produits qui nécessitent d'être réalisés et faits en apesanteur seront sur Axiom. Mais Axiom, ce projet est quand même très intéressant parce que Axiom va servir également à faire des vols pour des astronautes qui n'ont pas encore été sur la Lune. Donc ils pourront avoir une expérience sur 1 mois ou 2 mois en s'occupant des produits commerciaux pour avoir un petit peu de connaissance du spatial avant d'aller sur la Lune. Donc ça sera aussi un tremplin d'entraînement avant d'aller sur la Lune. Et donc, en une vingtaine d'années, un peu plus, même ISS a beaucoup appris et a permis à la communauté des scientifiques de beaucoup apprendre. Et cet enseignement, est-ce qu'il est utile aujourd'hui pour aller sur la Lune? Alors, il est vraiment utile parce que toutes les missions que nous faisons aujourd'hui pour des raisons financières et des raisons opérationnelles sont faites en collaboration. L'ISS se fait avec 5 agences spatiales, russes, américains, européens, japonais, canadiens. Chez les Européens, c'est au moins 10 pays qui coopèrent, donc ça fait une connaissance globale et un partage du financement. Et le fait qu'on ait travaillé avec 5 agences spatiales nous a permis d'homogénéiser les critères de sélection dans les 5 agences des astronautes. Donc tous les astronautes sont recrutés avec les mêmes critères. Les entraînements ont été calqués sur la même chose. Donc quand vous prenez quelqu'un qui a fait un entraînement à la NASA, une personne qui a fait l'entraînement à l'Europe, eh bien, en Europe à l'ESA, quand ils ont fini leur entraînement de base, ils se retrouvent, ils parlent le même langage, ils connaissent les mêmes choses, ils ont fait exactement le même entraînement, mais sur leur base individuelle. Et quand ils commencent à faire l'entraînement supplémentaire avant de l'entraînement en équipage, eh bien, ils parlent le même langage et ils sont synchronisés déjà. Donc ça nous a servi à homogénéiser un petit peu tous ces critères opérationnels pour les astronautes, sélection et entraînement, et également la façon de travailler ensemble. Donc on a appris à travailler ensemble grâce à l'ISS. Et bien évidemment que de faire ces vols sur une station en orbite basse, c'est beaucoup plus économique que de faire des vols sur la Lune. Donc on a découvert qu'on pouvait travailler ensemble. Ça a été des systèmes de rodage que nous avons fait sur l'ISS qui nous permettent d'avoir cet ISS qui prépare les missions sur la Lune, et la Lune nous permettra de faire les missions qui prépareront Mars. Donc tout ce qui est ISS prépare Lune, tout ce qui est Lune prépare Mars. Il y a une continuité qui est assez importante. Et la prochaine étape, dans plusieurs siècles, ce sera d'aller vers les étoiles. Et donc, pour finir, le retour sur la Lune, les premiers pas d'un homme ou d'une femme sur la Lune, c'est à quelle échéance? Alors, la mission Artemis 2 a été annoncée il y a 15 jours, c'est en fin 2024. Mais là, on ne se pose pas. La mission Starship, que vous connaissez peut-être, décolle lundi. Hein, c'est cette fusée qui est en 2 morceaux, qui est la plus grande fusée jamais lancée, qui va décoller de façon verticale et se poser verticale. La première partie va se reposer verticalement sur le centre de lancement. La deuxième partie va aller sur la Lune et se poser verticalement sur la Lune, qui est une chose extrêmement complexe parce que c'est quelque chose de vraiment très très haut. Donc on se demande comment ça va vraiment tenir sur un sol qui n'est pas tout à fait plat. Et si ça marche bien, eh bien cet ensemble-là va revenir sur Terre. Et si ça fonctionne bien, ça sera l'atterrisseur qui ira sur la Lune. Donc c'est pas avant 2025-2026. D'accord. Donc avant les eVTOL. Oui. Voilà. Bon. Ah, il y avait encore une question. J'ai une question. Mais c'est toujours toi qui poses la dernière question. Alors, j'ai une tu pars pas avant la dernière table, hein, le dernier échange, d'accord? J'ai une question qui pourrait servir justement de conclusion. Que souhaitez-vous dire à celles et ceux qui rêvent en regardant le ciel? Alors, je dirais que croyez en vos rêves, ne baissez pas l'estimation de la confiance par rapport à vous-même. Chacun peut arriver à faire ce métier-là. Il s'agit juste de travailler régulièrement et de mettre la barre le plus haut possible et de vous mettre tout en place sur vos connaissances pour y arriver. Donc ça veut dire que chacun peut arriver à faire les métiers les plus extraordinaires. Et je reprends la phrase d'un astronaute qui avait dit
Aller dans l'espace, c'est faire des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. Merci Michel.